Bienvenue parmi nous, Valentine. Alors, Valentine, elle me dit, il ne faut pas dire quand je suis né. Donc, on ne dira pas qu'elle est née en 83 parce que c'est inadmissible de dire ça. Ça commence très, très mal. C'est pas une année de grand cru, donc... Mais, alors, ça dépend. Au niveau mondial, ça dépend. Bon, en tout cas, c'est une jeune année, on va dire. Donc, un peu d'études avec la Sorbonne et Harvard. Et tu as commencé ta vie, Valentine, dans les cabinets ministériels. Tu faisais quoi et chez qui ? J'étais responsable j'étais spécialiste de jury, parce que j'y repense, de gestion de crise politique sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy. Tu as eu du boulot, là, non ? Oui, un petit peu. Ouais. Ouais. Enfin, moins que eux maintenant. Quand j'y repense, quoi. je préfère ma place il y a 10 ans qu'à l'heure aujourd'hui. Ouais. Alors, à 28 ans, tu vas partir, tu vas quitter la France pour partir 3 années. Absolument. 3 années au pays de l'oncle Sam. Donc, qu'est-ce que tu as fait pendant 3 ans aux États-Unis ? Déjà, moi, je suis partie en mode l'Amérique de Jodassin, en faisant tous mes cartons, étant persuadée de jamais revenir. Tu peux chanter l'Amérique de Jodassin ou pas ? Amérique, ouais. Ah bah génial. Ouais. Très bien, tu vois encore. Et la première année, je me suis trouvée super européenne. La deuxième année, très française. La troisième année, super parisienne, et je suis rentrée. T'es rentrée, Voilà. quoi. Alors, tu as passé également 5 années auprès des fonds d'investissement, dans la finance. Tu étais chez qui et comment tu as vécu cette expérience ? 5 ans, c'est quand même un bail. Hein. Oui, c'était. Oui, alors déjà, je travaillais pour moi, puisque je travaillais pour la holding familiale, donc ça, c'était quelque chose de très important. J'ai trouvé ça intéressant jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que j'avais envie de faire, et investir était un merveilleux métier, hein, bien sûr, un merveilleux métier, mais que j'ai trouvé assez frustrant quand fondamentalement, dans l'âme, tu as envie d'être responsable des échecs et des réussites. Et alors après, c'est une histoire assez incroyable. Il y a un chasseur de tête qui te contacte pour te chasser et te proposer de rentrer dans la boîte de ton père. Oui, mais c'est exactement ça. Quel beau métier, chasseur de tête. C'est-à-dire que c'est, Il a pris combien déjà pour ça ? Parce qu'il y a papa, Fifi, tout ça là. Il a d'abord fallu convaincre mon père, et tu le connais un petit peu, donc ça justifiait largement ses honoraires. Alors ça, c'est vrai. Oui. Et il a fallu me convaincre moi, on ne se connaît pas encore, mais ça justifiait le double. Donc la réalité, c'est qu'il a très très bien fait son travail, ce garçon, et que sans lui, oui, j'aurais pas mon job aujourd'hui. Parce que ni mon père ni moi, nous n'avions jamais pensé à ça. Spontanément pensé, Jamais. quoi. Alors, Jamais. cette entreprise, c'est Albingia, donc Oui. c'est une entreprise extraordinaire parce que c'est le dernier des Mohicans, on va dire, presque. Exactement. Hein. Donc, un mot sur l'historique, c'est ton papa qui l'a créé, Non, ça a été racheté, comment ça s'est il passé ? ne l'a pas créé, c'était une boîte allemande qui était devenue filiale d'AXA, et AXA a voulu s'en séparer en jugeant que c'est un actif non stratégique, post-2001. Et mon père leur a dit, si c'est un actif non stratégique, vendez-le moi. Ouais. Ce qu'il a donc fait, c'est une magnifique histoire entrepreneuriale, c'est 300 millions de primes aujourd'hui, c'est une couverture de tous les risques d'entreprise, et c'est une entreprise détenue aussi par les salariés, puisque plus d'un sur deux est actionnaire. Alors, l'offre aujourd'hui, donc tu dis tous les risques, ça veut dire qu'ici, tu parles, on est dirigeant d'entreprise, tout le monde peut devenir client demain matin à 8h d'Albingia ou pas ? Via le courtage, il y en a quelques-uns que je salue dans la pièce, via le courtage, puisque nous travaillons à 100% d'intermédiation avec les courtiers d'assurance. Et la clientèle, donc aujourd'hui, via ces courtiers, c'est ces PME, TI CAC 40, toute taille d'entreprise. D'accord. Donc si pour des entreprises qui veulent s'assurer 100% français, donc la dernière boîte indépendante du secteur, non mais bien sûr. Il n'y a que nous. Mais comment on fait justement pour lutter contre tous ces géants là ? Alors indépendamment du fait que vous êtes beaucoup plus intelligent qu'eux, mais qu'est-ce qui se passe ? Alors comment on fait pour survivre là ? Parce qu'on est capable aujourd'hui de fournir une réponse, une rapidité dans la réponse, une réactivité, une qualité de service que la grande structure des boîtes ne leur permet plus aujourd'hui. D'accord. Et au niveau des collaborateurs, combien de personnes tu dis ? Plus de 300 maintenant. 300 personnes. Alors, est-ce que c'est facile dans tes métiers de trouver des collaborateurs qui soient sympas, performants, fidèles et pas trop chers ? J'en ai 2 de grands talents dans la pièce, donc je ne vais pas leur dire que c'est Ils sont où facile les de deux les avoir. collaborateurs de grands talents Ils sont là-bas, là Joris et Myriam. Ah oui. Je ne vais pas leur dire que c'est facile de les avoir. Non, mais on leur propose aussi, je pense, une aventure entrepreneuriale qui est unique dans le secteur. Tu veux travailler dans les assurances, une aventure entrepreneuriale, ça va être un peu compliqué. Bon, l'InsurTech, mais je ne vais pas reprendre les mots de Denis Kessler sur l'InsurTech. Oui. Hein. Bon, voilà. Mais sinon, voilà. Donc je pense que c'est une offre magnifique aussi pour des jeunes qui ont envie de faire ce métier-là, et à la fois d'abord d'être aussi un peu propriétaire de leur boîte, et puis d'avoir ce pouvoir de décision, cette compréhension des enjeux de A à Z. Aujourd'hui, on est les seuls à proposer ça. Donc tu disais que 50% des collaborateurs sont aussi actionnaires. Donc Oui. ça, aujourd'hui, il y a une petite polémique en disant il faut redistribuer la valeur. Ça, Oui. c'est la grande phrase, hein, redistribuer la valeur par matin, midi et soir. Vous l'avez fait il y a combien de temps ? Dès le départ, il y a plus de 20 ans. Il y a plus de 20 ans. Et donc ça, ils suivent. Et quand ils sortent de la boîte, qu'est-ce qui se passe ?
Ah bah, quand ils sortent de leur boîte, on rachète leurs actions au prix où ils les ont achetées, plus intérêt de 3%, ce qui, jusqu'à récemment, était un très bon placement. Un très bon placement. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut se dire que ça a été aussi un facteur de fidélisation des collaborateurs? C'est une évidence et de leur efficacité, puisque quand ils dépensent l'argent d'entreprise, c'est leur argent qu'ils dépensent. Oui. Et ça change absolument tout dans le soin apporté aussi à chaque acte. Alors, dans tes métiers, c'est quand même compliqué parce qu'entre les crises sanitaires, entre les problématiques de cybersécurité, enfin, tu veux dire que c'est pas facile de reprendre une compagnie d'assurance en plein Covid? Ouais. Oui, je suis d'accord avec toi. T'es arrivé en septembre 2020, c'est ça? C'est ça, oui. Ouais. Alors, j'ai le sens du timing, tu vois. Ouais. Ouais. Mais c'est dingue parce que comment on fait pour prévoir quelque chose qui est absolument imprévisible parce que on l'avait pas prévu, sinon on n'aurait pas eu tous ces débats. Ouais. Surtout, c'était pas assurable. C'était ça le vrai sujet. C'est-à-dire que quand on arrive sur des risques systémiques, le principe étant la mutualisation, s'il n'y a plus d'aléas parce que tout le monde est touché, ça n'est plus assurable. Et alors là, les problèmes climatiques avec toutes nos forêts françaises qui crament, là, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse là? Il faut qu'on arrête de couper les pins pour Noël Non, mais c'est horrible parce que là, on va plomber l'ambiance pour toute la soirée. Mais voilà. le réchauffement climatique est là. On ne descendra pas en dessous des 1,5 degrés prévus d'ici 2035, je crois. De toute façon, aujourd'hui, on est face à des risques, de fait, les risques climatiques qui sont systémiques. Donc, ça va devenir un véritable sujet d'assurabilité. Donc, à part avoir un bon courtier et mettre en place des contrats en sur-mesure et faire de la prévention, très honnêtement, tout ça, après, c'est une responsabilité politique et collective. Albingia, dans 10 ans, Valentine, c'est quoi? D'abord, ça appartient à qui dans 10 ans? C'est toujours une boîte indépendante. Elle appartient toujours à ses salariés. Ça, c'est absolument essentiel. Et je l'espère, exactement, c'est même pas je l'espère, ce sera le cas, avec le même niveau de service et toujours ces valeurs qui sont des belles valeurs et qui aujourd'hui sont rarissimes sur le marché du travail. Ça, je m'attellerai à ce qu'on conserve ça, absolument. Et bosser avec son père, en vrai, ouais. En vrai, ça doit être insupportable, non? Oui, mais même quand tu t'engueules, tu sais que tu te retrouves à Noël. Donc, dans les faits, ça règle beaucoup de difficultés. De la tête du cadeau. Non, on s'entend super bien, honnêtement. Et puis, il a joué le jeu vraiment très bien du positionnement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'étais nommé DG il y a 2 ans et demi, il m'a laissé le job. Donc ça, déjà, je le remercie, parce que c'est pas toujours le cas partout. Absolument. Et on va citer quelques exemples, peut-être. Non, on va pas citer quelques exemples. Il y en a quelques-uns qui s'accrochent. Il y en avait peut-être certains, voilà. Bon, très bien. Mais lui, il voulait pas faire ce qu'il appelait le combat de trop. Donc non, franchement, c'est très agréable. Et je te dis, même quand on n'est pas d'accord, on s'engueule à notre manière. Et oui, voilà, on sait qu'on se revoit le week-end, tu vois. Ça change tout. Et pour recruter les collaborateurs, qui gère ça? Donc il y a un DRH au sein du groupe, je suppose. Et donc chacun donne son avis, ou c'est toi en tant que DG opérationnel? Moi je suis aussi DRH, c'est-à-dire que je considère que les valeurs de la boîte sont un facteur tellement essentiel que de toute façon, d'abord je vois tous les collaborateurs qui rentrent, tous sans exception, quel que soit le poste. Oui. Donc ça c'est un commitment personnel. Et DRH, on l'est forcément, je le suis forcément, je suis garante de la continuité. Oui. Donc sans un investissement dans une boîte de notre taille de la part de la direction générale, je pense que ça ne peut pas fonctionner. On parlera tout à l'heure avec Claire de digital. Le digital, ça te concerne aussi, ça révolutionne et ça continuera à révolutionner les métiers liés à l'assurance? Moins dans le risque d'entreprise, très honnêtement. Donc après, sur le bas de segment éventuellement, sur le serviciel, pourquoi pas. Mais la réalité, c'est qu'on fait un métier humain et c'est la raison pour laquelle les courtiers d'assurance sont encore là et très présents sur le risque d'entreprise et à mon avis, le resteront. C'est que vous-même, est-ce que vous avez envie de demander à une machine d'assurer votre RC ou votre assurance incendie quand vous êtes spécialiste, un industriel? Mais non, c'est pas sérieux. Vous avez besoin d'un être humain qui vous explique ça. Je pense que ça restera comme ça, j'espère. Alors, si on parle de Sista, c'est un sujet qui te tient à cœur. Alors, qu'est-ce que c'est Sista? C'est pas une fondation, hein? Non, c'est pas une fondation. Mais si vous voulez donner, avec un immense plaisir, on prend toutes les donations, bien évidemment. Sista, c'est une non-profit créée avec des entrepreneuses qui souhaitaient se battre pour que les femmes entrepreneurs et les femmes d'entrepreneurs soient financées autant que les hommes entrepreneurs par les investisseurs. Ce qu'elles ne sont pas, puisqu'elles ont à peu près 40% de chances en moins de lever des fonds. Et on sait tous très bien que la levée de fonds... ça, c'est statistique, 40%. Ah, c'est 40%. 30 à 40% en fonction de la manière dont tu regardes. Et donc, quand on s'est rendu compte de ça et qu'on s'est rendu compte que 95% de l'argent du capital risque mondial allait à des hommes blancs, ça pose une véritable question aussi sur les outils que vous avez tous dans la main aujourd'hui dans vos téléphones. À qui s'adresse-t-il? Et la question des biais cognitifs dans l'intelligence artificielle ou dans les assistants vocaux, c'est un véritable sujet. Parce que ça prépare la société de demain. On a besoin de représentativité. Toi, tu investis dans les entreprises également, avec à titre perso ou via le fonds familial? Moi, plus de 20%. Ouais, à titre personnel, oui. Plus de 20 startups maintenant, avec 70% de fondatrices. Et tu les gères ou c'est juste un des sous que tu mets à l'intérieur? Tu passes un peu de temps parce que le temps est compté. Je suis investisseur minoritaire, donc je le fais quand ils me le demandent. Mais là, on va être honnête, depuis 2 ans, je le fais moins, donc on a embauché des gens qui le font. Mais évidemment, oui, il faut les accompagner, c'est certain. Alors hier soir, à l'autre soirée, donc, on accueillait pas mal d'invités sympathiques, et notamment Paola Fabiani. Toi aussi, tu es au MEDEF des Jones, c'est ça? Exact. Ouais, enfin, des Jones, il me reste 1 an, puisque ça s'appelle le COMEX 40. Et comme tu as gentiment rappelé ma date de naissance dans 1 an, Valentine. c'est terminé, ils me sortent. Oui, parce que je trouvais que c'est un engagement intéressant et important. Ouais. Raconte-nous un peu, donc c'est toujours
Geoffroy, je pense, Roux de Bézieux, qui a lancé ça. Exactement. Et le principe, c'est quoi? C'est de créer des C'est électrons libres. un shadow cabinet de jeunes qui essaient de pas avoir qui essaient d'avoir des opinions différentes de ceux qui ont 10-15 ans de plus. Souvent, on a les mêmes, puisqu'on n'est plus si jeune que ça. Et voilà, c'est ça le principe. Et c'est très intéressant d'ailleurs. C'est rassurant pour les vieux, ça. Et pour nous aussi. Depuis 10 ans, parce que tu es quand même assez speed comme fille, hein, tu pratiques la méditation. Ah, disons, t'es bien renseigné. Ouais. Alors, comment tu fais? Ça te rend quoi? Zen? Je m'auto-hypnose tous les matins. Alors raconte-nous, Depuis 10 ans. qu'est-ce que J'ai tu fais appris ça aux exactement? États-Unis. C'est une méditation d'auto-hypnose qui est d'ailleurs très utilisée par les chefs d'entreprise et c'est là-bas qu'on me l'a appris. Ça crée une espèce de détente profonde et de concentration du coup immédiate en sortant de la méditation qui dure 20 minutes et je fais ça tous les matins depuis 10 ans. Ouais. Tous les matins. Ouais. Donc, Et une fois par jour si vraiment j'ai une réunion difficile. donc tu es au moins calme 20 minutes par jour? Le matin nécessairement, ouais. Bah, c'est bon. Et ça te manque quand tu ne fais pas? Je le fais systématiquement. J'adore. C'est devenu un tu outil de pratiques gestion quel sport perso. sinon, à part la méditation? Yoga. Le yoga? 10 ans. Ouais, intensément, autant que je peux. Zénitude, quoi. Comment? Zénitude. Pas du tout, c'est très sportif. Bah, tu vois, ça m'énerve. Non, ah bah vous faites pas de sport, vous faites du yoga. Bah venez en faire avec moi. Si, c'est du sport. Oui. Et c'est, c'est pas spécialement zen, mais oui, ça me fait beaucoup de bien. Ouais, j'adore. Et tu as le temps avec tout ça, d'avoir une vie de famille normale. Question que je pose aussi aux garçons. Je sais, c'est la question que je voulais poser. C'est ce que tu poses cette ouais. question aux hommes, c'est important. Donc tu as le temps un petit peu, tu t'occupes de ton mari actuel, tout Non, ça? j'ai déposé mon fils sur les marches d'une église il y a 3 ans. Il en est absolument ravi. Ils ont quel âge, Il ces est très enfants? heureux, il m'envoie une carte postale pour Noël. Il a 3 ans. Il a 3 ans. Voilà. Alors, autre sujet avant les questions. Claire posera la première question, Jean-Philippe posera une question, Henri aussi, pourquoi pas, ça s'appelle la démocratie organisée Valentine. Il y a également un petit bijou dans la famille. Voilà. Ouais. Et ce bijou, on l'aime beaucoup ici, c'est un vignoble. Ah, oui, absolument. Alors l'histoire du vignoble, c'est une jolie histoire. Arrière-arrière-grand-mère, 1917, vigne replantée par mon père, parce que quand il s'est mis à la retraite, c'était sa vision de la retraite. Donc voilà, il a monté 5 vignobles, puisqu'on en a 5 maintenant, un entrepreneur à vie, et 75% de rosé, blanc, rouge. Comment il s'appelle ce vignoble? Domaine de Black-Ayous. Black-Ayous. Ouais. Il est où exactement, parce que c'est grand? Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. D'accord. Et alors quand on passe, il y a un excellent salon qui va se dérouler. Juste à côté de Brad Pitt. Ouais. Et de George Clooney, que malheureusement jamais croisé à la boulangerie, mais je ne désespère pas. Mais je crois que tu étais marié, toi. Hein? Attends, on a quand même le droit de regarder, merde. C'est pareil. Eux aussi, il y en a un qui est marié. Bien sûr, bien sûr. Alors, donc, est-ce que sur ce domaine, parce qu'il y a un événement, vous serez d'ailleurs tous invités le 12, 13 et 14 mars à Reims, qu'on organise, qui s'appelle le mondial de l'œnotourisme, enfin le numéro 1 mondial de l'œnotourisme qu'on va essayer de créer. Est-ce que quand on vient du côté de ces vignobles, on peut taper à la porte, visiter, peut-être dormir, monter un séminaire? Absolument, et il a faire fait quelque chose de magnifique dans un lieu unique, puisque tu as une vue sublime sur la Sainte-Baume, au milieu de nulle part, ce qui est impossible aujourd'hui. Et oui, bien sûr, on a mis en place 3 hôtels, boutiques hôtels, de manière à ce que le séjour soit le plus agréable possible. Et à la question est-ce que j'y vais, ma réponse, pas suffisamment, j'aimerais beaucoup. Ouais. Malheureusement, je n'ai pas de... C'est un lieu parfait pour méditer pourtant, non? Absolument, et boire. C'est un peu pareil la même chose que c'est. Surtout boire. Mais et alors les vins même rouges, ils résultat. sont comment? Est-ce qu'ils vont bien avec, je sais pas, avec un gibier que ton papa aurait pu tuer par exemple? Oui, il te dirait qu'ils vont avec tout, déjà pour commencer. Ouais. C'est ça qui est très comme réponse. Bon. Très bien, question spontanée, donc Claire, le micro est juste là, voilà, c'est une tradition. Ensuite, Jean-Philippe qui est là-bas, et puis Henri qui est là, Henri. Alors tout à l'heure, on s'est croisés et tu m'as dit que ton rêve secret, c'était de diriger un magazine, donc pas de faire de l'assurance ni du vin. Ça, peut-être qu'Alain ne le savait pas. Et donc, je voulais savoir si tu avais une baguette magique et que tu pouvais choisir de quel magazine tu t'occuperais. Voilà. Alors, c'est pas du tout un rêve secret, c'est pas du tout incompatible avec l'assurance. J'aimerais un jour, effectivement, diriger un titre de presse ou être investisseur majoritaire dans un titre de presse. Hein, comme ça, je compte, parce que ma boîte, c'est ma compagnie d'assurance. Laquelle, eh ben, écoute, un média qui n'existe pas aujourd'hui, c'est-à-dire un féminin intelligent. Le problème, c'est qu'ils ne se vendent pas, m'a-t-on expliqué gentiment. Non, j'aurais adoré monter The Scheme. Voilà. J'aurais adoré un The Scheme à la française. Mon fantasme absolu, d'un point de vue entrepreneurial, c'est ça. Et on en discutera, parce que je pense qu'il n'y a pas de business model, mais c'est un autre sujet. Oui, c'est bon. En tout cas, ça sera un rêve qui peut se réaliser. Henri, tu as une question à poser à Valentine ou pas? Au début de votre intervention, vous aviez dit, quand vous êtes parti aux États-Unis, qu'au bout d'un certain temps, 3 ans, vous étiez redevenue française et après 5, parisienne définitivement. Alors moi, je suis allé aux États-Unis pendant 6 mois, ce qui n'est pas 5 ans, mais en croyant au rêve américain à l'époque, hein, ça date, j'avais 20 ans à l'époque, et en me disant que je ne remettrais plus les pieds en Europe. Mais au bout de 6 mois,
je suis revenu. Et je veux dire, alors je ne sais pas si c'est dans le même sentiment que vous dites ça par rapport à la France. C'est une déception des États-Unis, enfin sans vouloir vexer les Américains. Absolument. Non, pas du tout. C'est pas du tout une déception. Non, ce que j'ai dit, c'était un sentiment d'identité. C'est-à-dire que la première année, tu te dis tiens, c'est ça d'être européen, parce que tu vois avec tous les Européens. J'étais sur un campus où il y avait des gens de partout. Tu te dis mais en fait, j'ai plus en commun avec un Allemand qu'avec un Américain, ce qui est pas du tout évident en fait, intuitivement. Deuxième année, tu te dis, je suis quand même super française. Et troisième année, oui, très parisienne. Parce que voilà. Mais non, c'était pas une déception. C'est juste que c'est un pays que j'aime beaucoup. Mais j'avais pas envie de créer de valeur là-bas. Et surtout, je me suis rendu compte de l'attachement profond que j'avais à mon pays. Et comme tous les Français râleurs, on passe notre temps à se plaindre. Et quand tu arrives et que tu vois comment ça fonctionne là-bas, tu te dis, en fait, je suis pas si mal chez moi. Et c'est là-bas que j'ai envie de contribuer, quoi. C'est ça. Mais j'adore les Américains. J'ai pas de sujet, je les connais bien. Mais ouais, non, j'avais pas envie. Albinja aux États-Unis, c'est sûr? Ah non, non. Chacun son truc. Oui, puis bon, on peut aller faire du risque cyber aux États-Unis pendant qu'on y est. Oui, non, c'est bon, merci. Jean-Philippe, après Christophe Fontaine pour une question. Tu me prends à froid, mais vous avez parlé de méditation, alors je vais vous poser deux questions très personnelles. Est-ce que vous arrivez à vous rencontrer vous-même dans la méditation? Deuxième, c'est pour faire une transition avec l'après. Et deux, est-ce que vous arrivez à vivre l'instant présent dans la méditation? Tu as 3 heures, Valentine. Non, c'est très intéressant comme question. Alors, se rencontrer soi-même. Alors moi, je pratique une méditation qui est vraiment très pragmatique. C'est-à-dire que c'est pas du tout spirituel. C'est vraiment une mécanique d'entraînement du cerveau qui fait que tu tombes en auto-hypnose. Donc après, se retrouver soi-même, non, il n'y a pas d'expérience spirituelle ou psychanalytique là-dedans. Je veux bien qu'on discute psychanalyse, ça me passionne, mais c'est pas du tout l'objectif. Et la deuxième question, c'était, rappelle-moi, pardon. La capacité à être dans l'instant présent. Oui, non, ça je pense que c'est plus une philosophie de vie. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé ça dans la méditation. C'est vendu comme ça et packagé comme ça aujourd'hui. C'est vrai que passer 1 heure à sentir les gouttes de pluie qui te tombent dessus, moi personnellement, ça n'a jamais été ma came, personnellement. Je crois plus dans le truc très pragmatique de l'auto-hypnose, où là, tu as une espèce de gymnastique qui fait que ton cerveau, immédiatement, d'un point de vue hormonal, se repose tout de suite. Je suis une fille pragmatique. Donc non. C'est bien ça. C'est décevant, je suis désolée, mais c'est très bien. Mais je te donne les contacts de la méditation que je fais, si tu veux. Et je suis convaincue que pour les gens qui ont ce besoin-là et qui n'ont pas nécessairement envie de rentrer dans un parcours, tu vois, en tongs en hiver, à regarder l'eau qui tombe, c'est plutôt bien. Christophe Fontaine, et puis après Thibaut Jarousse, le fondateur, le patron de Divine. Oui, merci Diana. J'avais la même question sur les États-Unis, non c'est vrai en plus, mais du coup j'en ai 2 autres. J'ai pas bien compris, j'ai très bien compris que vos salariés soient tous intéressés au capital. Ouais. Pourquoi 3% je sais pas. Il n'y a pas une valorisation qui peut s'effectuer en cas de sortie. En cas de sortie, oui. Comment ça fonctionne en fait? C'est en cas de sortie anticipée. Absolument. D'accord. Ouais. C'est pas évidemment, sinon ils touchent exactement la même somme que tous les actionnaires. C'est pas du tout, c'est juste ils sortent de manière anticipée. D'accord, ok, très bien. Et sinon la seconde question, c'est donc votre fils que vous avez laissé sur un parvis quelque part. Oui, tout à fait. Il est là. Vous travaillez avec votre père, visiblement dans très bonnes conditions. Qu'est-ce que vous souhaitez que votre fils ou votre fille fasse d'ici 20 ou 25 ans? Alors, absolument ce qu'il veut. Absolument ce qu'il veut, mais vraiment. Et je lui raconte des histoires, et parfois en sortant de la journée de boulot, j'imagine que ça vous arrive à tous, on manque un tout petit peu d'imagination quand il vous demande une histoire. Il y a 2 semaines, mon mari s'est foutu de moi parce que je lui racontais l'histoire de l'éléphant qui travaillait dans l'entreprise familiale. Et il m'a dit qu'il allait falloir que... Il m'a dit, je suis retourne méditer désolée, un peu là. Là, tu vas faire un tout petit effort créatif. Non, il ferait absolument ce qu'il veut. Je veux lui laisser le choix total et absolu, parce que c'est aussi un poids que de devoir poursuivre quelque chose pour certaines personnes. Moi, j'ai la chance que ce soit un plaisir. Et donc, il fera comme moi ce qu'il veut. Et peut-être un jour, un chasseur de tête ira le chercher pour travailler avec sa mère et qui se dira « Ah, c'est toi, maman !» Voilà. Et hop, 100 000 € de moins. Très bien, de mes bonnes réponses. Thibaut, pour la dernière question. Thibaut Jarousse qui est là, voilà. Ça fonctionne bien, Divine? Ouais, super. Ça continue à grandir. On va dépasser les 100 personnes. Le Nespresso du vin, quoi. Oui. Alors, question très simple. Dans 10 ans, vous reprenez les vignes de votre père aussi. Et quel est votre vin préféré? Elle a 39 ans, quand même. Hein. Ouais, mais 10 ans, ça papa, c'était à la vite. retraite. Hein. Ton père, c'était à la retraite. C'était charmant, hein. Oui. Bruno, oui. Je reprends les vignes de mon père. Bah oui, bien sûr. Évidemment. Et votre vin préféré, français, américain? Est-ce que je dois dire la vérité au bout? Non, mais je peux pas. Oui. Ça, alors, c'est quel type de coca que tu préfères? Je préfère le champagne. Non, bien sûr. Ouais, je sais, c'est honteux. C'est vraiment parce qu'il faut dire la vérité. Tu m'as dit qu'il fallait dire la vérité. Oui. Ouais, c'est moche. Non, notre vin, bien sûr. Et sinon, c'est une réponse honteuse. J'aime bien un vin de la vallée de la Loire. On m'a dit qu'il fallait pas que je dise ça parce que c'était un très bon vin. Ce que j'ignorais totalement en le goûtant et je l'ai trouvé magnifique. C'était d'Agno. Et on m'a dit, tu dis pas que c'est ton vin préféré. Tu peux pas. C'est trop snob. Mais moi, j'en sais rien. Non, mais c'est très bien. Je l'ai juste goûté. Je me suis dit, c'est incroyable quand même ce truc. Voilà.
J'ai répondu? Bon, Valentine devait être Merci. formidable, elle l'a été, on l'applaudit très chaleureusement. Merci beaucoup Valentine, merci mille fois, merci pour tout.